Bonjour, je sais que c'est très très tôt où vous vous trouvez, Mark, Hank. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser. Je vous ai envoyé le mauvais lien en fait et j'ai eu du mal à vous retrouver. Donc c'est tout à fait ma faute. Je m'en excuse et c'est ce qui se passe quand vous êtes en direct. Il y a toujours des difficultés, mais on a réussi à vous retrouver et à vous permettre de vous connecter. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une session très, très importante. Marc et Bruce ont travaillé sur de nombreux rapports concernant le SC et de présenter les différents défis relatifs à cette technologie. Nous avons beaucoup d'expertise et de savoir-faire que nous obtenons grâce à cette séance. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être chacun son tour et puis nous pouvons commencer à partir de là. Je crois que Marc, vous êtes le premier à intervenir. Oui, pouvez-vous présenter rapidement au cas où on ne vous connaît pas? Merci beaucoup de nous avoir permis d'être participés. Nous sommes Marc Mehos du Laboratoire national de l'énergie renouvelable. Je suis le responsable du groupe pour la technologie ESC dans la recherche et développement et les systèmes thermiques. Hank Price, je suis directeur général de Solar Dynamics. Je travaille sur cette industrie depuis 35 ans maintenant et à moitié dans l'industrie et l'autre du temps avec Enron. Nous continuons à développer de nouvelles technologies de nature ESC. Merci beaucoup, Bob. On ne vous entend pas, vous devez activer votre micro. Ça va mieux? Oui, maintenant on vous entend. Je suis Bob Cable, je suis un consultant dans l'industrie ESC et la plupart de ma carrière a été passée dans la mise en jour, l'amélioration de différents sites et dans ce cadre, je vais vous présenter quelques-unes des inquiétudes que nous avons dans ce domaine. Et beaucoup de personnes doivent vous connaître déjà. Bruce, vous voyez, bonjour Bruce, bon après-midi. Vous voulez vous présenter rapidement? Je suis Bruce Kelly, je travaille actuellement pour Hank Price chez Solar Dynamics. J'ai travaillé dans l'industrie ESC en 75 pour un projet. J'ai travaillé pour une autre compagnie également, Amagoa, dans le domaine solaire. Donc ce sont des personnes qui connaissent bien leur sujet. Manuel, peut-être vous pouvez partager les diapos et vous pouvez commencer à partir de maintenant. Je sais que vous avez divisé votre présentation et puis une fois que vous aurez fini de présenter, nous allons répondre aux questions qui nous seront soumises. Comme toujours, n'hésitez pas à soumettez vos questions dans la boîte de questions et réponses qui se trouve sur votre écran. Merci beaucoup. Comme nous l'avons mentionné, nous allons parler de la réduction du risque technologique dans le développement et l'exploitation de l'ESC. Mais ce que nous allons parler, c'est surtout des meilleures pratiques et des leçons apprises dans le cadre de ces activités, de nous-mêmes et d'autres personnes qui ont été décrites. Ça sera un peu décrit un peu plus tard, un peu ultérieurement sur ce projet qui a commencé il y a 1 an et demi de cela. L'objectif de cette activité, en fait, est de publier quelles sont les meilleures pratiques et les leçons apprises qui se basent sur l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction, le passage de commandes, l'exploitation et la maintenance, en particulier dans le cadre de l'entretien des différents systèmes, des miroirs paraboliques et autres récepteurs centraux de ces centrales. Je parle de cela représente quasiment toutes les centrales ESC aujourd'hui en activité. L'intention est d'aider les développeurs, les entreprises d'ingénierie et de construction, responsables pour l'activité de la maintenance, également pour éviter les pratiques
détrimentielles qui peuvent être un obstacle dans certains des projets, en particulier dans les phases précoces des différents projets commerciaux. Le public approprié sont les développeurs, les investisseurs, les créditeurs, en fait, toute personne impliquée d'une manière ou d'une autre avec ce sujet donc de le ESC. Donc, nous allons identifier au niveau de la recherche et développement quelles sont les problématiques qui pourraient être un avantage et qui pourraient être représentées par davantage de recherche et de développement sur ce thème et ce sujet au travers de la planète. Vous avez vu grand nombre de ces personnes sont déjà dans cet appel. On est pour discuter des pratiques de projets. Hank, Bob et Bruce se sont déjà présentés, mais il y a 2-3 autres collègues qui sont impliqués dans cet exercice, qui sont associés. Fred Morse et David Kearney de Kearney Associates et Fred Morse de Morse Associates et tout Greg Kolb de Kolb Consultants qui ensemble nous représentons une importante gamme d'expériences et de connaissances. Ce projet a été financé principalement par le département de l'énergie des États-Unis, mais nous avons reçu une partie de financement principalement de la Banque mondiale de ce groupe. Merci beaucoup d'autres acteurs qui nous ont apporté des financements en liquidité dans le partenariat donc, que nous avons au niveau des coûts pour ces études. Avant de présenter un grand nombre de ces problématiques, vous allez entendre beaucoup d'entre eux, les défis donc de cette session. Et dans le terme de projet, vraiment, je veux démontrer à travers de ces chiffres qui sont fournis par la séance d'hier de l'énergie thermosolaire, que les activités, en fait, les centrales fonctionnent bien. Et ce graphique, en fait, montre l'augmentation des performances dans le temps, en fait, sur les 15 et quelques centrales qui fonctionnent avec les miroirs cylindro-paraboliques à partir de 2014, en fait, et une fois que la centrale a été construite, on a pu voir une amélioration des performances de chacun et chacune de ces 15 centrales qui étaient concernées par cette étude selon les différentes phases et pour améliorer donc l'exploitation et la maintenance de ces centrales. Vous pouvez le voir ici, le graphique sur les coûts normalisés, nivelés de l'énergie qui proviennent de la source CSP Guru. En fait, pour ces usines, ces centrales à miroir cylindro-parabolique et une projection pour le futur. Donc, c'est un bon moment pour s'engager dans cette technologie. Les coûts sont en baisse, les performances s'améliorent et ce que nous voulons faire dans le cadre de ce projet, c'est que les parties prenantes potentiellement intéressées puissent avoir accès à ces informations et la présentation des défis auxquels ils risquent de faire face s'ils s'engagent dans ce type de projet. Nous avons parlé de beaucoup de personnes qui représentent en fait la plupart de ces centrales, à peu près 80% en fait ont une implication avec cette liste de compagnies qui sont présentées ici. Les parties prenantes, ils représentent les développeurs, les opérateurs, les ingénieurs, les propriétaires et une grande gamme de parties prenantes qui ont un contact avec ce type d'activité. Nous avons également visité un certain nombre de ces centrales. On a eu l'opportunité, la plupart d'entre elles avaient des miroirs cylindro-paraboliques, mais aussi des centrales avec des récepteurs centraux qui sont activés au travers, en activité au travers du monde et cela représente à peu près 80% peut-être de toutes les centrales qui sont en activité aujourd'hui au travers de la planète. Je devrais dire qu'on utilise des bases de données, donc dans ces 90 sites pour identifier c'est la base des données et nous apprécions vraiment le nombre de parties prenantes qui nous ont dédié du temps et des efforts dans cet exercice. Que nous avons différentes manières de parler à nos parties prenantes, des réunions en personne,
avec différentes institutions ou des personnes impliquées sur les centrales elles-mêmes, des conférences par téléphone, des vidéoconférences, et nous envoyons aussi des questionnaires, des sondages, et grâce à ces interactions, nous avons développé une base de données sur les problèmes rencontrés, les meilleures pratiques également qui sont représentées, qui représentent différents aspects de l'activité d'une centrale à miroir cylindro-parabolique, et nous les avons divisé cette base de données en fait à partir de cette hiérarchie. Donc tout d'abord, nous avons identifié la technologie, si c'est particulier à la technologie miroir cylindro-parabolique ou bien en rapport au récepteur central ou si c'est en rapport avec les deux. Ensuite, on a divisé ceci par les différents systèmes qui sont utilisés, les champs solaires, les fluides caloporteurs ou l'énergie de stockage thermique qui sont utilisés. Nous avons, dans le cadre du développement du projet lui-même. Ensuite, nous avons divisé ceci en sous-systèmes et de composantes. Vous en verrez plus de détails un peu plus loin. On a ensuite fait la description des problèmes ou des difficultés rencontrées. Est-ce que c'est en rapport à la conception, à la construction, au passage de la commande ou à l'activité qui ait besoin d'une résolution? Est-ce qu'il y a des mesures d'atténuation qui existent, qui peuvent être décrites? Ensuite, on a offert un score d'impact, vous pouvez le voir, et un niveau de risque qui sont présentés ici. Et cela vous donnera en fait une idée de ce qu'on entend par priorité. Le score de l'impact, de l'incidence, s'il est élevé, c'est 5 par exemple, et si c'est 1, c'est le risque est relativement faible, et ceci est donc ensuite divisé et calculé à différents types de scores. Quelques mots sur les rapports que nous produisons. Nous couvrons tous ces sujets, donc la technologie des miroirs cylindro-paraboliques, la technologie avec les sels fondus, l'entretien et l'exploitation. C'est ce dont nous allons en parler aujourd'hui. Et ce sont les points, en fait, qui sont fréquemment discutés dans les rapports de 200 et quelques pages. Pour l'état actuel de ce rapport, en fait, nous l'avons passé en revue pour éliminer les informations sensibles qui doivent être supprimées dans le cadre de notre accord d'accord de confidentialité. Ceci est confié à un panel d'experts. Une fois que nous avons leurs commentaires, on fait passer ceci aux parties prenantes. On commence le processus très tôt pour s'assurer de partager, d'éliminer donc les informations d'ordre commercial, et c'est pour ça que nous mettons à jour et que nous prenons les contributions des différentes parties prenantes dans la rédaction de ce rapport. Et nous sommes à ce stade de mettre à jour ce rapport et de finaliser ce rapport à la fin de ce mois. Je vais parler des conclusions d'ordre général que nous avons trouvées au travers de nos rapports. Nous en avons entendu déjà parler tout à l'heure lors de la séance que j'écoutais. Les centrales ESC sont des projets relativement complexes. La plupart des difficultés ou problèmes sont en relatif en fait à la mise en œuvre de la technologie. Et c'est toujours mieux de travailler avec des équipes expérimentées qui ont déjà prouvé leur performance dans cette technologie. Que les projets doivent avoir et définir en fait des spécifications techniques et attribuer à une personne qui a déjà une expérience. Et cette personne, ce propriétaire en sorte, doit être expérimenté avec ceci. Donc on doit impliquer cette hauteur en fait. Et ces projets doivent s'assurer d'avoir le contrôle de la qualité qui soit bien exécuté dans toutes les phases du développement, la conception, l'approvisionnement. On ne peut pas sous-estimer l'importance de cela et que parfois cela peut créer beaucoup de problèmes dans la matière de la qualité, le contrôle de la qualité. Un autre point que nous avons observé
Donc, les problèmes significatifs sont souvent associés aux carburants fossiles, en particulier lorsqu'on parle des échangeurs de chaleur, les pompes ou les instrumentations qui sont utilisées, qui ne sont pas appropriées ou ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu, doivent être fiables. Ce n'est pas toujours du 100% de réussite dans la conception également, où cela peut être important. Donc, nous travaillons donc à différents niveaux, à différentes périodes, à différentes phases du projet de ce type de construction de centrales. Un autre résultat significatif sont les efforts pour réduire les coûts qui peuvent se traduire par des coûts de projet beaucoup plus importants sur le temps. Et finalement, dans certains projets, la modélisation des performances n'a pas toujours été appropriée à de nombreux des projets, en particulier dans ce type de cas la disponibilité de gérer les changements de comportement et les nuages, par exemple, ou météorologiques ou autres, ne pas avoir les modèles de performance qui soient suffisamment précis pour déterminer les cibles, les objectifs et les désirs de ce qui est attendu dans la construction, construction de centrales. Donc, je pense que cela couvre la section initiale et je peux maintenant passer la main. Hank, c'est à vous. OK, merci Marc. Donc, Marc a mentionné que nous avons identifié les sujets que nous appelons problèmes, en fait, les questions qui ont été soulevées par les différentes parties prenantes. Et donc, ce diagramme, il a mentionné que nous avons créé ces priorités qui sont un mélange d'impact et de problèmes et les risques comme quoi cela pourrait se dérouler. Donc, en fait, en établissant des notes de 1 à 25 d'après ce diagramme de priorité. Donc, en fait, en ce qui concerne la technologie de cuve parabolique dont je vais discuter, c'est un genre de cartographie des notes les plus élevées, notamment en ce qui concerne les problèmes qui donnent des notes les plus élevées afin de voir en fait la possibilité que cela se déroule fréquemment. Donc en fait, nous considérons cela sur l'axe X et sur l'axe Y, nous voyons aussi le nombre de fois où cela peut se dérouler. Donc, si vous voyez en fait à gauche, vous pouvez voir les questions les plus conséquentes en haut à gauche avec les notes les plus élevées et qui se déroulent aussi le plus fréquemment. Et nous pouvons voir en fait, en ce qui concerne cela, voir ça c'est le nombre de parties prenantes qui ont indiqué certains problèmes. Donc, c'est pas nécessairement une indication du nombre de problèmes que nous voyons et que nous devons affronter, mais dans certains cas, les problèmes ont été identifiés par plus d'un seul individu de la même centrale. Mais néanmoins, l'idée est la suivante, ça c'est le genre d'effort qualitatif, d'approche qualitative pour identifier en fait quels sont les points clés. Donc ça c'est difficile à lire à l'écran, mais en fait... En gros, ce dont nous allons parler surtout sont les problèmes, les questions qui ont été soulevées en haut et à droite donc de cette grande marque. OK, merci. Donc, c'est important de noter que nous avons aussi bien des éléments de réussite ainsi que certains domaines où nous pouvons apporter des améliorations avec la technologie de cuve. La réponse générale que nous avons eue en retour de la part de l'industrie, c'est que la plupart des centrales à cuve fonctionnaient assez bien et la technologie solaire comme étant une technologie donc en cuve qui s'est globalisé en termes de la chaîne logistique durant les quelques dernières années. Donc, beaucoup de technologies uniques concernant les cuves, notamment en ce qui concerne les technologies de collecteurs, de récepteurs, sont maintenant matures avec une chaîne logistique d'approvisionnement mondiale. Et donc, de ce fait, les coûts ont baissé de façon assez dramatique. Donc, maintenant... Il y a des domaines où il y avait des problèmes, notamment qui doivent être adressés. Probablement, l'élément le plus important, ça a été
quelque chose qui est survenu durant les quelques dernières années, qui est la question concernant l'hydrogène. L'hydrogène, et c'est causé par la décomposition du fluide caloporteur HTF avec, au fur et à mesure qu'il y a une décomposition de ce fluide HTF qui va en différentes parties. L'hydrogène, c'est un de ces éléments en fait qui va dans le fluide caloporteur HTF. Et la raison pour laquelle c'est un problème, c'est qu'au fil du temps, l'hydrogène peut migrer vers les tubes récepteurs en acier et ensuite passer dans l'espace de vacuum. Et tous les récepteurs sont conçus pour gérer l'hydrogène et la quantité d'hydrogène présente dans le HTF semble être beaucoup plus élevée que ce que nous pensions au départ. Et donc la question devient une question de durée de vie en ce qui concerne le récepteur, c'est-à-dire pendant combien de temps est-ce que nous allons avoir ce vide, ce vacuum. Et donc, en fait, ça, c'est un problème auquel il n'y a pas eu beaucoup d'attention qui s'est portée dessus dans le passé. Nous réalisons juste que c'est important que de maintenir le HTF en retirant les produits de dégradation. Et il y a donc eu beaucoup de travail qui a été entrepris dans les années récentes afin de voir le retrait de l'hydrogène de le HTF avec les membranes, par exemple, dans le système HTF. Et aussi, ce qui semble être très important, c'est le système du lâche pour la centrale qui doit être en service afin de pouvoir extraire aussi bien les éléments chaud que froid. Et une des considérations aussi, c'est que ces centrales devraient considérer, c'est la réduction de la température opérationnelle au fil des ans, avec une température opérationnelle qui continue à être en augmentation sur les nouvelles conceptions, les nouveaux designs, les nouvelles centrales pour accroître l'efficacité, mais cela réduit la capacité du HTF. Donc, nous pensons que c'est un problème qui peut être résolu, mais c'est quelque chose pour lequel chaque centrale qui opère pour l'instant doit considérer ces éléments-là quant à comment adresser ces éléments-là. L'autre domaine aussi où il y avait des inquiétudes significatrices concerne l'interconnexion du collecteur avec les différents éléments de cette assemblée, notamment où il y avait un domaine avec beaucoup de problèmes, de panne, là notamment pour considérer les fuites les plus urgentes ou bien des joints moins bons que nécessaires. Et donc cela a créé des problèmes assez significateurs. Et en fait, les dépenses aussi qui sont liées à l'OEM, donc les dépenses liées à d'opération et d'entretien, où en fait les designers et les concepteurs devraient payer attention sur cela afin d'avoir de meilleurs designs, de meilleures conceptions de centrales. Comme Marc l'a mentionné, certains des problèmes les plus conséquents sont notamment ce qui concerne les échangeurs de chaleur, les échangeurs thermiques, notamment ce qui concerne les systèmes de stockage énergétique, ainsi que les systèmes de stockage d'énergie thermique. Donc c'est très important que vous ayez des designs qui soient robustes, qui sont conçus pour démarrer donc la centrale, non seulement d'un point de vue d'un design et de la conception qui soit à 100%, mais aussi pour une opération transiente, notamment lors du démarrage de l'allumage de la centrale. Donc ça, c'est un problème qui s'est déroulé dans un certain nombre de centrales, pas dans toutes les centrales, mais c'est particulièrement important que d'avoir des designs qui puissent protéger en fait les échangeurs thermiques au démarrage. Il y a aussi des questions concernant le contrôle de la qualité et l'approvisionnement avec des échangeurs de chaleur très gros, notamment en ce qui concerne le contrôle de qualité dans la manufacture et la fabrication, qui sont un élément aussi très important. Maintenant, en ce qui concerne le système de contrôle de distribution, ça c'est le système de contrôle pour la centrale énergétique. Et souvent, il semble que le système de contrôle n'est pas conçu d'un point de vue opératoire. Et donc, il y a définitivement des améliorations qui peuvent être apportées, mais très souvent,
le système de contrôle considère des systèmes individuels tels que les systèmes de turbines ou de générateurs vapeur ou de champs solaires. Et en fait, quant à comment contrôler la centrale de façon générale, de façon plus efficace, il y a quand même des possibilités d'amélioration et de contrôle avec la logique de contrôle, la gestion de l'alarme qui est aussi souvent un problème où un opérateur est inondé par ce qu'ils appellent des alarmes, qui sont en fait juste des nuisances en fait. Donc, nous devons avoir un système DCS qui soit meilleur en ce qui concerne ce système de contrôle de distribution. Et donc, je pense aussi que les centrales de cuve, en fait, ce qui est ironique, c'est que les centrales solaires sont un peu à l'avance en ce qui concerne ces systèmes et les récepteurs centrales. Et ça, c'est parce que c'est absolument essentiel, alors que les centrales à cuve n'ont pas considéré ces éléments-là comme étant essentiels dans le passé. Et donc, les centrales à cuve sont opérées de façon beaucoup plus manuelle que ce qui serait vraiment idéal. Donc, enfin, pour finir, nous pensons qu'il est clair qu'il doit y avoir beaucoup plus de normes autour de la technologie ESC, notamment ce qui concerne les centrales à cuve avec le design de structure, notamment pour les charges éoliennes. C'est très difficile de comparer deux collecteurs différents, différents vendeurs et non seulement pour voir si les designs sont adéquats ou comment comparer cela. Et ça, c'est un domaine sur lequel l'industrie devrait avoir une normalisation et aussi en ce qui concerne les optiques de collecteurs, beaucoup d'éléments ont été appris dans ces deux domaines durant les 10 dernières années. Et ces domaines sont des domaines où l'industrie pourrait bénéficier d'avoir des normes et une normalisation afin d'avoir des éléments en commun. Juste en général, la plupart des centrales à cuve ont été construites avec le même design durant les 10 dernières années, notamment les dernières en ce qui concerne le stockage thermique. Nous pensons que les applications à l'avenir peuvent être améliorées, notamment en ce qui concerne le processus de design, afin de faire en sorte que la technologie à cuve puisse être mieux adaptée à ces horaires les plus chargés, notamment en ce qui concerne le soir et la nuit, avec les applications dans ce sens. Merci. Marc, planche suivante. Oh, donc oui, j'ai la planche suivante, s'il vous plaît. Continuez. OK. Et finalement, ce diagramme, en fait, met en avant les problèmes, les difficultés qui ont été présentées tout à l'heure. On parle de récepteurs, de l'hydrogène, sont les principaux problèmes, les joints de balles et le stress, les fuites, les résistances, la conception de la turbine et autres. Dans les centrales HTF, les joints ont été un problème en fait, mais c'est un problème qui peut être résolu en fait. Il suffit de bien suivre le bon design. Il y a eu des problèmes avec identifiés avec certaines turbines, avec de sorte qu'elles puissent commencer rapidement, être activées rapidement. Et certaines turbines concernant leur viabilité, mais la plupart d'entre elles, en fait, trouvent leur origine au niveau de la manufacture. Les points qui sont présentés ici, en fait, vous montrent les priorités, en fait, de la liste par thème, si vous voulez. Donc, parlant de la technologie de génération d'électricité, je passe la parole à mon collègue. Ceci accompagne en fait ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la technologie à cuve, non seulement montre l'importance d'un certain nombre de sujets, qu'est-ce qui est le plus intéressant en fait, et les problèmes avec les échangeurs de chaleur, mais aussi avec les récepteurs. Ça a été un des principaux problèmes dans l'exploitation et la maintenance, pas seulement dans la des récepteurs. En fait, c'est nous voulons ce qui marche en fait, ce qui fonctionne très bien.
dans ces centrales qui peuvent être en même temps considérées comme étant à risque élevé. Donc les pompes à sel qui sont soutenues, en fait, elles sont très très longues. On parle de cinquantaine de mètres. Et les taux de résistance à la chaleur peuvent parfois atteindre 1 mégawatt. Mais elles sont bien conçues, elles fonctionnent bien en principe et il n'y a pas eu de difficultés qui ont été identifiées par rapport à ces pompes à sel. C'était un peu ce qu'on attendait. Et puis les performances de récepteurs en matière d'efficacité thermique, après les baisses de pression et tout ça, en fait, ça semble satisfaire aux attentes. En fait, pour la plupart de ces récepteurs, ceci a bien fonctionné. Donc, quels sont les domaines, en fait, que nous avons identifiés? Ce sont dans les équipements dits conventionnels, donc dans les héliostats, dans les réservoirs, les citernes à sel, l'entrée et les points des canalisations de distribution qui n'ont pas toujours atteint les niveaux d'attente, des erreurs d'optique. En fait, et il y a parfois des d'écoulement au niveau du récepteur. Donc, si cet écoulement est plus élevé des récepteurs, ceci peut être problématique. Ceci peut être compensé un petit peu avec d'autres héliostats. Mais le problème alors, c'est que ceci peut ensuite créer d'autres problèmes et peuvent enchaîner des conséquences en chaîne, en fait, et peut endommager le récepteur éventuellement. Donc, tout ce qui est les optiques et niveau du prix, en fait, et de trouver la meilleure combinaison pour produire l'énergie la moins chère pour la centrale, pour la citerne à sel et l'entrée à la citerne de sel et comment ceci est distribué. Imaginez, c'est un réservoir très chaud, en fait, avec une entrée, et c'est par là que le flux, le sel est rentré, mais il peut prendre un petit peu de temps. Et donc, vous allez vous retrouver avec une distribution qui n'est pas nécessairement la plus efficace. Et donc, il y a des gradients de stress, en fait, qui sont impliqués de l'ordre de 20 à 30 degrés Celsius. Au niveau de l'angle du sol local, si vous voulez, c'était similaire à la section 2 de la courbe présentée tout à l'heure et vous devez avoir une approche standard par rapport à ces concepts, ces designs. Ce n'est pas que ce n'est pas approprié, mais d'avoir une connexion transiente qui soit en place et qui peut permettre, ce n'est pas nécessairement connu, donc certains travaux doivent être faits dans ce sens pour mieux comprendre la distribution des flux dans le réservoir et comment nous pouvons améliorer le design en fait de ce réservoir. Et c'est un sujet de recherche actuellement. Ces réservoirs sont en fait aux normes API, qui sont une norme de fabrication pour ce type de produit, pour le stockage d'huile en particulier, et ce type de réservoir. API 360, il y a une limite dans ceci et en fait nous permet d'avoir des stress de l'ordre de 7 mm par rapport à la minceur, mais les réservoirs de stockage d'huile sont moins problématiques et moins sujets à des difficultés par rapport au changement de température, alors que c'est pas le cas pour les centrales ESC. Donc souvent le plancher, en fait la conception de plancher doit permettre d'offrir une résistance appropriée dans certaines conditions, avec la compression sur le sol, avec un tank homologué à la norme API 360, à des valeurs typiques. Il n'y a pas beaucoup de résistance au niveau du
et c'est possible d'avoir une pression et d'établir ceci en fait à cause du rendement, à cause du flambement par flexion, du flambement en fait, le buckling. Les spécifications pour la citerne doivent accommoder en fait une analyse du gauchissement, du flambement dans des conditions de changement de température importantes dans ce type de situation soumise à des stress. Dans beaucoup de cas, en fait, il y a des matériaux qui sont rigides au niveau de la fondation, de la base du réservoir. C'est un matériel à faible coût et alors que le réservoir va s'agrandir, se diluer, ceci peut mener à ce que l'arête du réservoir ne se retrouve non soutenu. Et à ce niveau-là, tant que le réservoir n'est pas soutenu de manière appropriée au niveau des arêtes de celle-ci, de celui-ci, donc ça peut créer des écoulements. La fondation donc doit inclure en fait un matériel rigide, et cela peut être fait avec des matériaux réfractaires ou fondus. Dans la fondation des caractéristiques, et donc elle doit être fournie et doit être installée en dessous de réservoir de la citerne pour que ça soit beaucoup plus solide et beaucoup plus stable, de sorte que si le réservoir montre des fuites, la conductivité et les pertes de chaleur sont plus importantes dans ce cas. Et le fait que ce matériel puisse être dilué peut vous passer donc d'un point à un autre. Et un produit dérivé, c'est que le sel qui se décompose relâche des gaz qui sont en fait assez dangereux ou peuvent causer un préjudice au personnel, et donc c'est quelque chose qui doit être de reconsidérer et éviter que cette situation se répète. Et si c'est dans ce bac d'égouttage, et donc dans le générateur à vapeur, en fait, a présenté un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de centrales, et lorsque vous maintenez les changements de taux de température, n'a pas une résistance à la fatigue qui est appropriée. Donc, si vous excédez ce niveau, ceci, donc, alors développer un échec de l'usine et des connexions et les flexions qui sont soumises par ce changement de température. Et alors, ce qui se passe, c'est vous développez dans l'échangeur de chaleur qui peuvent être, et cela nécessite une période d'une semaine sans activité pour une période de l'année, parce que la disponibilité du système générateur à vapeur n'est pas disponible. L'autre point est le processus, la conception du processus doit maintenir les taux de changement de température, et ceci représente 1% de la 5% de la charge dans les cycles normaux de la production. Donc, c'est important de pouvoir isoler les températures et en combinaison avec le changement de température élevé, ceci s'est produit dans plus d'un projet. Et ceci doit être fait au niveau de la chimie de l'eau qui doivent être mises en place et doit être appliqué correctement, de manière très stricte et rigoureuse. Les risques de rouille, par exemple, qui peuvent se former dans les composantes de la vapeur et de l'évaporateur. Et si vous utilisez de l'acier inoxydable, c'est le cas dans de nombreuses centrales, il y avait on a observé de la corrosion en dessous de ce dépôt
de vapeur. Et encore une fois, vous pouvez réparer ceci, mais encore une fois, votre centrale risque d'être fermée pendant la période de la réparation de cette pièce en particulier. Donc, c'est important de soutenir les contrôles, donc la chimie de l'eau dans de telles conditions au niveau du générateur à vapeur pour s'assurer que ce générateur de vapeur ne devienne pas un problème plus important sur le long terme. Donc, à nouveau, les détails comptent. Le nombre de valves de sel ne sont pas vraiment très fiables en termes de thermique parce que ça cause souvent des problèmes sans fin. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de faire en sorte qu'on ait des nombres de valves de sel au minimum. Notamment en ce qui concerne la planification des opérations, si vous pouvez éviter les valves de sel autant que possible, ce serait bien. Notamment en ce qui concerne les, les charges. En ce qui concerne les traces de chaleur qui peuvent être exposées au sel, à ce moment-là, vous pouvez avoir des difficultés. Donc, la meilleure façon de contrôler cela, c'est en fait de fournir des coussins étanches en ce qui concerne cela, notamment provenant de la vanne, parce que c'est difficile, c'est facile à ce que cela puisse se casser, mais en fait, vous pouvez éviter un épanchement de sel, notamment en ce qui concerne comment vous concevez la centrale pour commencer. En ce qui concerne la trace de chaleur, il y a différentes façons d'avoir de mauvaises traces de chaleur, donc on veut faire ça bien. Et donc, en fait, cette installation doit être supervisée par quelqu'un, en fait, afin de pouvoir s'assurer que les câbles, notamment concernant les traces de chaleur, puissent avoir d'autres éléments pour s'assurer que les traceurs de chaleur soient installés de façon appropriée. Ce n'est pas obligatoire, mais à moins que ce soit fait comme il se doit, ça va illustrer le nombre de problèmes. Ensuite, aussi, en ce qui concerne les employés chargés de l'opération d'entretien, ils doivent vraiment comprendre la centrale, notamment avec les différences de température pour ce qui se concerne les températures élevées notamment. Cela peut endommager l'équipement très facilement si vous ne maintenez pas un contrôle strict en ce qui concerne les différents points concernant les charges de travail. Et le fait de s'assurer cela, c'est de s'assurer que les staffs, les employés chargés des opérations et de l'entretien puissent comprendre comment fonctionne la centrale. Et en fait, cela vous présente les éléments détaillés des différents éléments que nous avions vus dans le diagramme un peu plus tôt dans la présentation. Je ne vais pas rementionner cela à nouveau, puisque vous pourrez apprécier cela vous-même quand vous aurez une copie de cette présentation, mais ça vous indique en fait le classement des différents éléments du système, comme d'après le diagramme que nous avons vu précédemment. Merci Bruce. Donc, les deux présentations concernant les éléments techniques, je suppose que ça, c'est le dernier élément technique que nous allons mentionner, mais évidemment avec les deux technologies. Une des choses qui était claire, après avoir parlé aux parties prenantes mentionnées dans le projet, ce qui était très clair, c'est les avantages d'avoir les investissements et une considération appropriée pour notamment les opérations d'entretien qui sont bien plus conséquentes que l'impact de ne pas s'occuper de cela qui vont causer des problèmes par la suite. Donc, en gardant cela en tête, une des priorités principales, c'était en fait que l'équipe doit avoir de l'expérience en ce qui concerne l'ESC. C'est pas que toute l'équipe doit avoir cette expérience, mais certainement vous aurez besoin d'avoir des personnes clés qui pourront avoir cette expérience de l'ESC. Et moi, ce que je pense, c'est que ce groupe, c'est vraiment l'utilisateur final de la centrale pour lequel nous devrions en fait concevoir et développer cela, puisqu'en fait, c'est le propriétaire qui va pouvoir s'occuper de cela par la suite pendant longtemps, une fois que cela sera construit et développé. Un autre point à garder à l'esprit, c'est le fait que les experts concernant ces sujets dans les opérations et l'entretien puissent être impliqués dès les premiers stades dans le processus, même à la limite durant la conception, la construction et durant la période où cela est donc le sujet de proposition.
Donc, certains de ces points saillants, qui concernent le processus de contrôle qualité, notamment, cela va aider l'équipe opérationnelle à être familière avec la centrale quand ils reprendront celle-ci. En ce qui concerne le côté concernant le design, des personnels concernant les opérations et l'entretien devraient être impliqués en ce qui concerne le processus opérationnel, notamment en ce qui concerne les systèmes et les comptes de protection. C'est important parce que, notamment en ce qui concerne le contrôle, c'est important que quelqu'un qui opère cette centrale puisse comprendre que les opérations dans cette équipe soient conçues pour pouvoir s'assurer que nous ayons une bonne approche et qu'ils puissent bien fonctionner. L'accès et le fait de pouvoir travailler avec l'équipement, cela a beaucoup été mentionné, notamment par les groupes d'opération et de maintenance, notamment avec des opérateurs qui ont été forcés d'accéder, par exemple, des éléments qu'on ne pouvait pas accéder. Et donc, à la suite de cela, les échafaudages non permanents n'étaient pas quelque chose que l'on ne trouvait pas beaucoup. On trouvait ça souvent. Et en fait, du coup, plus tard dans le processus, il y avait des mécanismes qui pouvaient être ajoutés pour avoir des équipements sécurisés de façon isolée. Et c'est très important, en fait, que l'ESC puisse pouvoir avoir des systèmes d'évacuation efficaces afin que les gens puissent travailler sur cela. Et souvent, cela n'est pas considéré à la phase du design et de la conception. Et aussi, c'est important aussi que le propriétaire puisse et le groupe puissent être impliqués dans la documentation qui est fournie avec le C, notamment en ce qui concerne les diagrammes, parce que c'est très important de les impliquer dans ce processus. Bien, OK. Un autre élément à considérer concerne les tâches qui ont été mentionnées. Très souvent, cela n'est pas le sujet de budget approprié, donc parfois des éléments qui n'ont pas été considérés de façon appropriée sont la dégradation de l'équipement. Nous devons garder cela à l'esprit. Un autre élément conséquent, c'est en fait la structure salariale pour le personnel. Cela doit être concurrentiel avec les taux de paiement dans la région et la génération d'énergie. C'est une bonne comparaison puisque c'est en fait le même genre de technologie. Il y a aussi beaucoup de conditions régionales qui doivent être des éléments auxquels que nous devons avoir à l'esprit quand il y a des estimations de coûts. Et un autre facteur concerne les projets qui peuvent être à distance. Quelle est la fiabilité et l'expérience des prestataires de services dans la région et comment est-ce que vous pouvez avoir le staff et le personnel approprié afin de pouvoir adresser ces questions potentielles? Oh, la préparation aussi de l'équipe des opérations et de l'entretien est aussi importante à nouveau. Au plus tôt nous considérons cela, la mobilisation et la qualité et la formation sont des éléments très importants. Et le groupe chargé des opérations et de l'entretien ne peuvent pas s'appuyer spécifiquement sur la formation de l'EPC. Ils doivent en fait avoir une attitude où ils peuvent travailler notamment avec l'IHC, donc l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de construction, et donc développer leur propre formation afin de pouvoir apporter leur soutien aux opérations et entretiens, aux équipes d'opération et d'entretien, être au courant de cela et avoir un système en place pour former les gens. Je crois que je l'ai mentionné auparavant, mais je pense qu'à nouveau, ils devraient être impliqués avec le développement du manuel et des procédures d'opération et d'entretien. Et s'ils ne sont pas impliqués à ce stade, au moins d'être impliqués dans l'examen et l'approbation de ce processus. Ils devraient être impliqués au moins à ce stade. Une autre considération importante aussi, c'est que le système de la centrale soit en place. Certainement, en ce qui concerne les programmes de sécurité concernant l'environnement doivent être adressés, ainsi que les pièces de rechange et les inventaires et stocks, afin que nous ayons des pièces de rechange adéquates, donc avec des gens qui sont expérimentés dans cette technologie. Est-ce qu'il y a aussi un problème qui puisse être adressé de façon appropriée afin de pouvoir adresser les inquiétudes concernant les pièces de rechange et l'inventaire? Les programmes d'entretien
sont des éléments qui ont été mentionnés assez souvent. C'est pas vraiment mon domaine de compétence, mais je parle plutôt de système de gestion. Mais cela a cependant été mentionné plusieurs fois, comme quoi ces systèmes, souvent, étaient composés pour satisfaire des programmes financiers et pas tellement des programmes d'entretien. Et en tant que tel, ce n'était pas aussi efficace que ce que cela pouvait être. Donc, en fait, c'est une considération importante en ce qui concerne quel genre de système vous utilisez. D'autres considérations qui ont été mentionnées, c'est certains éléments qui ont été indiqués. C'est encore une fois très important de rassembler des gens très tôt, en fait, afin qu'ils puissent adhérer à cela. C'est un élément essentiel et je pense que c'est là où, en fait, les équipes d'opération d'entretien peuvent donc reprendre la main avec notamment les compétences de ces équipes opérationnelles et entretien, ainsi que les équipes de génie civil et d'ingénierie puissent être considérées. Cette expertise devrait être prise en compte pour certaines périodes de temps pendant que le projet est toujours en phase d'apprentissage et éventuellement cela pourra passer à un arrière-plan, mais cela doit être considéré. Et maintenant, les indices de performance clés, les KPI sont très importants. C'est important de les avoir, mais aussi de bien les définir. Et en fait, avec une supervision à travers cette organisation. Donc, je voulais juste indiquer ce point-là, la pertinence donc des indicateurs qui est de performance KPI sont très importants. Il doit y avoir une formation rigoureuse et continue de équipes d'opération et d'entretien concernant la centrale. Ça, c'est essentiel. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de backup, de système de sauvegarde avec l'attrition notamment. Et notamment, au mieux on forme les gens dans l'organisation, au mieux vous pourrez adresser ce genre de choses et qui inévitablement se déroulent. Et enfin, comme Bruce l'a mentionné, probablement un de mes points favoris, c'est le fait que la chimie de l'eau est un élément si important en ce qui concerne ces projets. Et c'était une considération si importante qu'il y a une section complète dans ce rapport, en fait, qui adresse l'importance de la chimie de l'eau dans ce domaine. Et enfin, pour finir, C'est en fait juste un résumé qui présente en fait ce que j'ai couvert jusqu'à maintenant et qui met en avant en fait les points saillants lors de nos discussions avec les parties prenantes dans les différents projets dans lesquels nous étions impliqués. Donc vous pourrez consulter cela ultérieurement. Merci Bob. Je sais qu'on est à court de temps. Peut-être que nous pouvons prendre 5 minutes de plus. Oui, absolument. Oui. Et puis nous avons un certain nombre de questions également. Donc j'ai regardé certaines de ces questions déjà et je vais en matière de conclusion vous présenter ceci. Donc il y avait une bonne question qui était posée pendant la présentation de Hank et est-ce qu'il y a une norme internationale qui est en place, en particulier pour l'ESC, pour des normes internationales reconnues pour les équipements utilisés dans la construction et le développement de centrales d'énergie solaire concentrée, ESC. C'est idéalement des points à considérer dans les spécifications, mais la plupart d'entre elles, en fait, sont propriétaires, en fait, et font partie, sont du ressort de l'ingénierie, de l'aménagement et de la gestion de la construction, et peut être rassemblées, en fait, idéalement sur un même document, au travers des expériences qui peuvent être obtenues et peuvent être réalisées, qui peut être partagé ensuite afin de pouvoir éviter des problèmes, des difficultés, des erreurs pour les équipes qui travailleront sur ces projets dans le futur, les équipes d'ingénierie et d'approvisionnement et de gestion de construction. Merci beaucoup. C'est un des domaines, un des points en fait où je sais que
un certain nombre de pays comme en Espagne ou en Chine, je pense, où on travaille sur cela, mais je ne pense pas qu'il existe encore de telles normes en fait. Je crois que Sustain travaille actuellement sur le développement de normes de ce type, mais je crois il vaut la peine d'indiquer que dans la cadence, le développement, en fait, de notre industrie, n'ont pas nécessairement développé des normes, mais plutôt des lignes directrices, en fait, des orientations et que parfois des recommandations qui parfois peuvent devenir ensuite des normes ou en tout cas dans les processus standards. Une autre question pour Bruce, je pense. Quels sont les taux compétitifs pour une start-up en fait qui veut se lancer dans cette activité? Est-ce que vous avez ces données ou dans quelle activité pouvons-nous trouver donc des start-up? Donc en fait, ils sont dépendants de la connectivité. Il n'y a pas de taux caché vous passez de 300 degrés, ça peut prendre 3 minutes, mais dans les conditions de changement de température, lorsque la tolérance peut être de 600 degrés par seconde et ce sont des conceptions très robustes qui permettent des changements de température considérables. Et c'est en contraste avec les générateurs à vapeur traditionnels. Et ce sont des taux typiques en fait que nous avons observés dans ces centrales commerciales. Merci. Une question pour Hank ou pour Bob. Le taux d'endommagement pour le taux de dommage actuel pour atteindre un niveau de profit. Je ne suis pas sûr d'avoir les taux d'endommagement, mais ce qui a été rapporté de 0,1% jusqu'à 0,5% par année. Je crois que la centrale de Bob, en fait, a le taux d'échec le plus faible à ce niveau-là. Je crois 0,005. Je crois que c'est une centrale qui a été bien conçue. Les récepteurs ont été bien développés, bien construits et conçus. Pour les miroirs, je ne connais pas le chiffre exact du taux d'échec. Je crois que ça dépend en fait du type de miroir. Mais donc le type de miroir, les miroirs qui ont été adaptés aux températures, l'expérience du taux d'échec, je crois que ça dépend vraiment du type de miroir. En fait, la plupart des dégâts qui sont observés sont en fait observés par un échec du récepteur ou le verre du récepteur ou du miroir du récepteur, miroir trempé. Et les miroirs trempés donc sont un peu plus résistants et un peu plus fiables. Est-ce que vous vous souvenez du taux d'échec? Je crois que c'est à peu près dans la même valeur. Tout ce qui est au-dessus de cela, je crois, c'est la conséquence d'un incident ou d'un événement particulier, mais je ne crois pas qu'il y ait des taux très élevés. Ok, je crois que nous sommes à court de temps, mais je voudrais quand même mettre en avant deux, trois petits points dans ma présentation et nous avons la conviction que la technologie que nous avons décrite ici donc présente des difficultés au niveau de la conception, mais ces problèmes peuvent être résolus avec une équipe robuste et qui a de l'expérience et peuvent résoudre ce type de difficultés et de problèmes sur la base de notre compréhension et des discussions que nous avons eues avec les parties prenantes. Nous avons confiance que ce type
tours solaires peuvent être produites dans les budgets, dans les délais définis. Et je crois que ce sont des points très importants à retenir de cette présentation. Enfin, je vais aussi dire qu'il y a plus de 230 pages dans cette étude qui couvre un grand nombre de détails. Elle sera disponible très bientôt, en particulier pour l'équipe de Solar Dynamics. Si vous avez des questions pour nous, vous pouvez, j'espère, les contacter et peuvent aussi vous donner davantage de détails sur les meilleures pratiques. C'est tout pour moi. Merci Belém. Une petite salutation de Fred et de d'autres personnes dans l'audience. J'avais une question à vous poser, un peu étrange en fait. Vous travaillez dans l'industrie de ESC aussi longtemps que vous puissiez vous rappeler. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà du financement de ce rapport? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris en fait, ou du genre oh non, je m'attendais pas à ça? C'est une question en fait intéressante où on s'attendait à avoir beaucoup d'histoires de problèmes techniques, mais on ne pensait pas à recevoir autant de points soulevés par rapport aux issues relatifs au contrat, au projet en soi, si vous voulez. Donc ce sont des commentaires qu'on a beaucoup entendus, qui ont été beaucoup mentionnés, donc qui ont été présentés dans le rapport. On ne l'a pas ignoré. Dans le rapport, on n'a simplement pas eu le temps d'aborder ceci, mais que nous le ferons probablement dans les webinaires à venir. C'est quelque chose, c'est une forme de base, en fait, que nous avons l'intention de programmer des webinaires supplémentaires. On aura peut-être un symposium, un atelier qui pourrait être organisé à Albuquerque, aux États-Unis, et peut-être que cela pourra être accompagné par la Banque mondiale pour des financements supplémentaires. C'est assez surprenant que, en fait, on sait comment cela fonctionne, des leçons apprises, et c'est très intéressant parce que la plupart, en fait, vous tous, en fait, ont beaucoup d'expérience dans la conduite de ce type de projet. Donc, je m'attendais à ce que vous trouviez des choses vraiment très difficiles à gérer à une aussi grande échelle. Je veux entendre Bob sur ce point. Je crois que beaucoup des problèmes identifiés ont été communs en fait, et je crois que un point positif grâce à ce rapport, c'est que cela va provoquer davantage de participation et de partage d'expertise et de connaissances. Et il y a clairement beaucoup de problèmes communs, en fait, qui ont été notés, observés ici, et ce pourrait être un tremplin pour permettre cela, une coopération accrue. Il y a toujours des choses à apprendre, tout à fait. Là, les hôpitaux apprennent beaucoup de leur industrie. Vous savez, la liste des procédures qu'ils ont en place peuvent les aider à mieux faire fonctionner les hôpitaux. Donc, en effet, des leçons peuvent être apprises par d'autres industries. Merci les gars, merci Marc, Hank, Bruce et Bob, Fred et Dave qui n'étaient pas présents avec nous dans cet appel. Et je crois que nous avons fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence constante. Merci pour vos questions et je regrette qu'on arrive à la fin. Et je suppose que nous pouvons remercier la Banque mondiale pour son support dans cette organisation. Moi, nous avons les matériaux qui ont été enregistrés, donc toutes ces présentations ont été enregistrées. Vous pouvez les consulter quand vous voulez. Nous vous les enverrons la semaine prochaine et je tiens juste à vous dire au revoir à chacun et je vous dis à la prochaine. Au revoir, au revoir.